Bonjour et bienvenue pour la reprise du football. C'était donc hier et avant-hier la première journée, la reprise du championnat. Bonjour messieurs, bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Tout va bien? Ça va très très bien. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonnes vacances à Thierry Roland, hein. On lui souhaite de bien se reposer. Je remets des Jeux Olympiques. Oui, il est en pleine forme. Ah oui, oui. Et alors pour entrer dans le vif du sujet et avant même de voir la première image de football, il faut rappeler concernant le championnat un point précis du règlement qui a changé. Des données ont changé. Oui, qui va changer beaucoup de choses puisque 4 équipes vont descendre à la fin de l'exercice en deuxième division. 4 équipes au lieu de 3. Et 2 équipes monteront de deuxième en première division. Les 4 premières places restent européennes. Ça nous annonce un championnat passionnant avec la disparition du traditionnel ventre mou. Et tout avait commencé dès vendredi, donc avec la première journée et un match avancé. Marseille recevait Lyon. On voulait voir le nouvel OM. On l'a vu, on n'a pas été déçus, Hervé. Alors on peut même dire qu'on a vécu une très belle soirée au Vélodrome. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait du monde. Et on a découvert cette équipe de l'OM qu'Olivier Sherman va mieux nous faire connaître. Nous verrons également les nouveaux visages de l'Olympique Lyonnais et le match, tout ça pour le même prix. Andreas, tu plonges un peu. Un gardien de but allemand, Andreas Kopke, champion d'Europe en titre, un milieu de terrain bulgare, Lechkov, 2 Italiens, Franceschini et Malucci, le libéraux de l'OM. Et puis 2 internationaux français en attaque, Reynald Pedros et Xavier Gravelaine, un recrutement qui a coûté près de 45 millions de francs. On a clôturé la saison en équilibrant nos comptes, on a remis en place un compte d'exploitation conséquent pour cette saison qui nous a permis aussi de faire le recrutement qui a été fait. Donc à tout point de vue, on est très tranquille. La mairie a apporté 30 millions de francs, Adidas a promis 30 millions également. L'OM version 96-97 est ambitieux. Je crois que le plus près de la Coupe d'Europe, ce sera le mieux pour le club. Donc on va faire en sorte d'arriver le plus proche possible. Si on peut être la bonne surprise, on ne se privera pas d'être la bonne surprise, mais enfin, il y a des équipes qui sont déjà bien en place. Quand on pense à Paris, quand on pense à Auxerre, qui est quand même le champion. Marseille, retrouvant la première division, se doit de jouer les premiers rôles. Il y a 6 ou 7 places européennes, en gros. L'objectif pour nous est d'être dans ces 6 ou 7 places. Du côté des supporters, on y croit. Malheureusement pour les Marseillais, le stade Vélodrome est en travaux. Sa capacité est réduite à 19 500 places. Oh pauvre, j'ai prié pendant la bonne mère pour qu'elle vienne en première division. On va rattraper le mal qu'ils nous ont fait. On va être champion de France, monsieur. Voilà, c'est simple. À Lyon, les nouveaux sont des attaquants. Alain Caveglia vient du Havre, mais il est lyonnais d'origine et retrouve en fait son premier club, celui qui ne lui avait pas fait confiance lorsqu'il débutait. C'est bon? Ouais, allez, les gars. Christophe Coquard, lui, est venu en voisin. Il vient d'Auxerre. Oui, Alain Caveglia, 28 ans, vient du Havre. Voilà, Christophe Coquard, disais-je, vient d'Auxerre, où il a passé de longues années. En fait, il y a de la place pour 2 dans l'attaque lyonnaise, et même pour 3, puisque Florian Maurice, qu'on annonçait un peu partout ailleurs, est toujours lyonnais. Pascal Olmeta, lui aussi, annoncé partant, est toujours là. Et tout ce petit monde s'est embarqué pour Marseille, avec la ferme intention de réussir un coup. Il est arrivé, il est tout frais, c'est le nouveau maillot de l'OM, présenté par le PDG d'Adidas, futur président du club, Robert-Louis Dreyfus en personne. Il est arrivé, il est tout beau, c'est Marcel Dib, le nouveau directeur sportif du club, sur son 31. Enfin, il est là, il est tout chaud, c'est le public de l'OM. 2 ans qu'il attendait ses retrouvailles avec la Division 1. Et grâce à lui, le demi-stade Vélodrome résonnera comme un stade complet. L'OM s'est mise à l'heure européenne. Sur les 11 joueurs qui entrent sur la pelouse, 6 sont français. 2 Italiens, un Allemand, un Bulgare, un Irlandais complètent le tableau. Merci Bosman. Le premier but du championnat aurait d'ailleurs pu être l'œuvre d'un Bulgare, mais Jordan Lechkov est devancé in extremis par Pascal Olmeta. La réaction des Lyonnais est tonitruante. Maurice en position de débordement, centre Caveglia comme une fusée. 1-0. Après seulement 7 minutes de jeu, c'est le number 1, le premier but du championnat et le premier pour Caveglia sous le maillot de Lyon. Écoutez la réaction du public après 10 secondes de chaos, le réveil. Le stade Vélodrome pousse Gravelaine et ses coéquipiers. Gravelaine qui se débat dans le milieu très dense des Lyonnais. Gravelaine que nous suivons sur cette caméra isolée. Sa technique et sa combativité devraient en faire l'un des chouchous du stade Vélodrome. Il a glissé le ballon à Durand, centre de Durand, sortie kamikaze de Pascal Olmeta. Xavier Gravelaine toujours lui, pour un bel enchaînement amorti de la poitrine, frappe, mais c'est au-dessus. L'OM est toujours mené 1-0, ça pourrait être plus grave. Christophe Coquard va se retrouver en bonne position. Frappe de Coquard, le tir croisé est passé juste à côté. Quelques centimètres plus à droite et l'OM était mené 2-0. Reynald Pedros sonne la charge, lui aussi veut briller pour son premier match sous le maillot blanc. Pedros descendu par le Polonais Bach, c'est un coup franc.
pour le tirer. L'ancien Lyonnais Eric Roy, ballon détourné, un partout. Roy était déjà le spécialiste des tirs lointains détournés sous le maillot de l'OL. Ça continue sous le maillot de l'OM. Et c'est décidément le soir des recrues, puisqu'après Caveglia, Roy inscrit son premier but. L'OM va mieux et s'offre l'une des plus belles actions du match. Lechkov, insaisissable sur le côté gauche. Il a émerveillé le stade Vélodrome. Un centre au deuxième poteau pour Cascarino. L'Irlandais en retrait. Gravelaine, parade d'Olmeta. Tout était superbe dans cette action renversante. Gravelaine est parvenu à se relever. Nous sommes en présent en seconde période, toujours avec Lechkov dans le trou pour Pedros. Accélération terrible de l'ancien Nantais qui laisse Marcello sur place mais échoue dans la finition. Lechkov, Pedros, les deux pieds gauches de cet OM de plus en plus sûr de son fait. Dans les buts marseillais, Kopke est un petit peu tendu. Il joue pour la première fois pour un club étranger. Il passe à travers sur cette sortie au pied. Maurice tente le tir, mais l'angle était bien trop fermé. Le gardien de but champion d'Europe a eu très chaud. 70e minute, un long ballon pour la tête de Cascarino. Gravelaine, Olmeta en retard. 2-1. Le stade Vélodrome explose de joie. C'est bien entendu le premier but marseillais pour Xavier Gravelaine. Et c'est la troisième recrue qui inscrit son premier but sous son nouveau maillot. Lechkov, lui, n'a pas encore marqué, mais il montre qu'il est plus qu'un ratisseur et qu'il mérite le numéro 10 qui orne son maillot. À 8 minutes de la fin, une nouvelle contre-attaque marseillaise. Pedros dans le trou pour Libra qui vient d'entrer. Il n'est pas hors jeu. Libra, il contourne Olmeta et va porter l'estocade. 3-1. Des débuts réussis pour l'Olympique de Marseille. Andreas Köpke va aller offrir ses gants au public du stade Vélodrome. Jordan Lechkov sera longuement acclamé par un public qui bizarrement avait sorti à sa gloire un drapeau tchèque alors que Lechkov est bulgare. Les supporters marseillais ne sont pas doués en géographie, mais qu'importe, tous les joueurs sont naturalisés marseillais. 5 étrangers, pas d'étrangers, 11 étrangers, c'est un détail. Dans l'absolu, ce qui compte, c'est les qualités morales des joueurs qui portent le maillot. On a à peu près une certitude ce soir, c'est que globalement, l'équipe entière a ses qualités morales. L'ambiance était vraiment exceptionnelle ce soir. Et quand on voit que le stade était amputé de la moitié de ses tribunes, je n'ose pas imaginer l'ambiance lorsque les travaux seront finis. C'était beau, superbe. Le stade, le public est vraiment très chaleureux. Ici, on va être dur à bouger. Je crois qu'on a quand même beaucoup de boulot à faire sur la saison pour être au top. Mais démarrer comme ça, pour les remercier de leur accueil, c'est quand même fabuleux. L'OM déjà premier, titre samedi matin l'un des 3 quotidiens marseillais, et pour cause puisqu'un seul match a été joué. Les fidèles sont au rendez-vous pour la première fois depuis 2 ans. Marseille s'est réveillé avec une équipe de première division. Marcel dit va tomber la veste. Gérard Gilly participe au décrassage. Les supporters sont confiants. Il y a de Metz pour supporter l'OM, pour dire. Ils sont trop forts. C'est la meilleure équipe de France, d'Europe, voire. Je pense que moi, je ne suis pas champion, mais dans les Européens, facilement. Je pense honnêtement qu'ils peuvent terminer européens, tranquillement. Tranquillement, comme si une saison pouvait être tranquille à Marseille. Alors on verra bien, en tout cas dès vendredi, Marseille aura un match important et difficile au Havre. Marseille joue au Havre. Alors vous avez vu, il y a des numéros bizarres parfois, ça va de 1 à 30. Qui avait le numéro 27 là? Jeune italien, le numéro 27. Ouais. Alors il garde le même numéro, les joueurs pendant tout le championnat, c'est également un aspect du règlement qui a un petit peu changé. Certains clubs auront le numéro de joueur sur le maillot également. Voilà, autre nouveauté, c'est le nom du joueur. Voilà, j'allais dire dans le dos, sauf les équipes qui ont un contrat publicitaire dans le dos et qui pour l'instant ne peuvent pas le faire. Alors Pascal, en cette période pleine d'espérance pour tous les clubs, pour tout le monde, la question Minitel. Et la question Minitel du jour est à la fois simple et en même temps elle est décisive. Qui sera champion de France? Nous allons vous interroger durant 1 heure et vous pouvez répondre au 36 15 code TF1, également par téléphone au 36 68 90 04. L'année dernière, on avait posé la question, la même. Oui, on avait posé la question et vous aviez répondu Nantes avec une faible majorité, 17%. Vous êtes trompé. Vous aviez répondu en revanche 2e Monaco et vous avez gagné. Et 3e PSG, vous avez également gagné. Ou à la différence de but, peut-être que Paris était 2e devant Monaco sur le dernier championnat. C'est cela. Oui. En revanche, personne n'avait vu Auxerre numéro 1. Et cette saison, nous vous proposons de voter pendant 1 heure. Et nous verrons tout à l'heure qui sera champion selon les téléspectateurs. À votre avis, Hervé? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais le pronostic est d'autant plus difficile qu'on connaît peu les joueurs parce qu'il y a eu énormément de changements, des nouveaux visages que l'on va découvrir tout au long de cette émission. Beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées, mais beaucoup de départs. Et les départs, vous le savez, c'est surtout à l'étranger. Le grand exode des joueurs français, c'est Fabrice David qui va nous rappeler un petit peu où sont partis tous ces joueurs français qui ne sont plus dans l'Hexagone. 26 joueurs français ont à l'heure actuelle signé dans un club européen de haut niveau, parmi 9 internationaux sur les 18 qui évoluaient encore l'an passé dans l'Hexagone.
Honneur d'abord à l'Italie, le championnat le plus relevé du monde, qui accueille 8 Français. Christophe Dugarry, ex-buteur bordelais, joue désormais au Milan AC. Son voisin et néanmoins adversaire s'appelle Youri Djorkaeff, l'ancien meneur de jeu du PSG, et lui à l'Inter de Milan. Zinedine Zidane quitte également Bordeaux, mais pour la Juventus de Turin. Vous le voyez sur cette carte, ce sont les grands clubs du nord de l'Italie qui ont recruté en France. Aux 3 joueurs déjà cités s'ajoutent Pierre Lègle, ex-Lensois, et Oumar Dieng, qui jouaient à Paris. Ils partent pour la Sampdoria de Gênes. Enfin, Lilian Thuram et Daniel Bravo sont à Parme et Samuel Ipoua passe de Nice à l'Inter de Milan, mais sera prêté au Torino. Le plus gros contingent de joueurs français, 13 au total, a franchi les Pyrénées pour le championnat espagnol. Parmi eux, Laurent Blanc, qui a signé au FC Barcelone. Autre champion de France, Corentin Martins, qui joue désormais à La Corogne. Jérôme Bonicel, capitaine de l'équipe de France olympique, et Michael Madar, ancien monégasque, accompagnent également le petit meneur de jeu en Galice. Lizarazu est à Bilbao sous les ordres d'un entraîneur français, Luis Fernandez. Quant aux autres, vous le voyez, il y en a un peu partout, dont 2 au Celta Vigo. Le nord de l'Europe est en revanche beaucoup moins prisé. Seul Leboeuf, ex-strasbourgeois, part en Angleterre. Il évolue désormais à Chelsea. En Allemagne, on retrouve Hubert Fournier, l'ancien défenseur de Guingamp, est à Mönchengladbach. Et Marc Keller a déménagé de quelques kilomètres pour passer de Strasbourg à Karlsruhe. Enfin, Cyril Pouget et Jean-Pierre Cyprien ont choisi la Suisse, le Servette de Genève pour l'ancien buteur messin et Neuchâtel pour l'ex-Rennais. Du côté des arrivées, les plus connus sont le Brésilien Leonardo au Paris Saint-Germain, le Bulgare Lechkov à l'Olympique de Marseille et 3 héros de la finale du dernier championnat d'Europe, les Tchèques Souchoparek qui a choisi Strasbourg, Vladimir Smisser qui va à Lens et le gardien allemand Andreas Kopke, champion d'Europe, qui est à Marseille. Au total, les 27 départs seront compensés par 37 arrivées dans le championnat de D1. La plupart de ces nouveaux joueurs sont inconnus. Ils sont 10 à venir des pays de l'Est. Pour savoir si les départs seront compensés en qualité, il faut attendre quelques semaines. Il faut attendre un petit peu, en effet, mais les rencontres d'hier, de la première journée, nous ont déjà montré, ou d'avant-hier, avec Lechkov par exemple, nous ont montré que la qualité des joueurs étrangers était grande, enfin du moins pour certains d'entre eux. Alors on parle maintenant de Nantes et de Monaco. Et de Monaco qui a obtenu son dernier titre en 1988, cela fait déjà un petit moment, depuis aucun titre de champion de France. Monaco est souvent cité parmi les favoris de ce championnat. Et un premier test attendait hier soir les Monégasques au stade de la Beaujoire. Nantes-Monaco, Olivier Sherman. Très peu de nouveaux visages à Nantes. Un international tunisien, le gaucher Adel Selimi, et Christophe Leroux en milieu de terrain qui arrive de Lorient comme Erwan Guyot. 3 recrues qui vont tenter de compenser les départs de Reynald Pedros et de Nicolas Wedek. Le Suisse Marco Grassi se retrouve en pointe de l'attaque monégasque. L'Écossais John Collins sera associé à Enzo Schifo au milieu de terrain. Enfin en défense, le Belge Philippe Léonard. 2 départs importants, Lilian Thuram à Parme et Michael Madar au Deportivo La Corogne. Cette rencontre entre Nantes et Monaco s'emballe après un bon quart d'heure de jeu. Les joueurs de la Principauté ouvrent le score grâce à Dan Petersen. Ouverture de Sonny Anderson. Pour le Danois, un tir puissant du droit qui trompe Eric Lousouarn, le remplaçant de Dominique Casagrande, actuellement blessé. Aimé Jacquet et Claude Simonet ont tenu à assister à l'un des chocs de cette première journée. 35e minute, corner pour les Canaries, mésentente dans la surface et Chanley récupère. Sa frappe très sèche et tendue rase le montant de Fabien Barthez. 1-0 pour Monaco, c'est le score à la pause. Il faut ramener 3 points. Je pense qu'on a les moyens, on l'a démontré en première mi-temps, même si par moment on a des difficultés, mais je crois que c'est un peu normal, c'est le début de saison, on se cherche un peu. Le début de la seconde période est nantaise et l'égalisation intervient après un quart d'heure de jeu. Une tête de Savino qui ne laisse aucune chance à Fabien Barthez. Sur l'action qui suit, les Monégasques échouent de très peu sur ce tir de Sonny Anderson, parti à la limite du hors-jeu. 2 minutes plus tard, Sonny Anderson, encore lui, libère les joueurs de la Principauté en inscrivant le second but dans un angle complètement fermé. Et puis, pendant les arrêts de jeu, Monaco met fin au suspense. Schifo sert Henry qui part tout seul au milieu du terrain et qui marque. Monaco a atteint son objectif hier soir, s'imposer à Nantes pour son premier match. Moi, je pense qu'on est bien parti là. Il faut attendre encore le deuxième match à la maison pour voir ce qu'aujourd'hui on a bien joué. On va essayer de battre Montpellier à la maison pour le plaisir pour le public.
Et un autre départ à Nantes. On a appris hier soir que l'attaquant polonais du FC Nantes, Kozeki, serait prêté pour la saison à Montpellier. Et Monaco repart pied au plancher, comme Monaco avait achevé la dernière saison, puisque Monaco avait réalisé le meilleur parcours des matchs retour. Eh bien, il faudra confirmer. Et dès samedi prochain, dès vendredi prochain, face à Montpellier, avec Kozeki. Et ce sera au Stade Louis II. Alors, parmi les favoris, c'est logique, il y a également le champion de France en titre, c'est Auxerre. Mais vous connaissez notre ami Guitou, Guy. Il est prudent, Giroud, il joue le maintien comme d'habitude, mais les Auxerrois ont encore de bons arguments. Ils se déplaçaient hier soir à Nice. On va voir le reportage et le match avec Marianne Macou. Grande nouveauté à Auxerre, pour la première fois après 17 ans en D1, il faut gérer un titre et appréhender la Ligue des Champions. Ça change les données. Au niveau physique, on a travaillé un peu plus, c'est obligé, parce qu'on a vraiment des matchs très importants, surtout en septembre et en octobre, que ce soit en championnat ou avec la Ligue des Champions. Kokar, Martins, Blanc, Guivard, Chotocoré sont partis. Siechelski et Degnaud rentrent d'une saison de prêt. Valois arrive de Lyon-Duchère, Marley du Red Star et Sibirski de Lille. Pas de nom ronflant, mais un remplacement poste par poste par de plus jeunes joueurs. Il faut continuer à promouvoir le football français. L'AJ Auxerre, cette année, a eu 3 champions d'Europe junior avec Gérard Rouillet. On a un quart de finaliste des Jeux Olympiques avec Sibirski. On ne voit pas pourquoi on irait chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Inconvénient, un temps d'adaptation sera nécessaire pour que les nouveaux digèrent leur incorporation en D1. Pour l'instant, moi je suis focalisé sur le championnat, mais c'est vrai que quand la Ligue des Champions arrivera, je serai très tendu. Pour moi, la Ligue des Champions, c'était devant ma télé. Et maintenant, dans la perspective de jouer, d'être sur le terrain, ça me rend très heureux. Un seul étranger débarque en Bourgogne, le libéro australien Zelik, après 4 ans en Bundesliga et l'expérience de la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. J'ai beaucoup entendu parler de ce club. J'ai joué contre Auxerre avec mon ancien club, Dortmund. C'est un club fantastique. En plus, il est champion de France. C'était donc pour moi une décision très facile à prendre. Auxerre s'attend à être attendu et les anciens veillent au grain. J'espère dans les moments difficiles, on va pouvoir s'accrocher, garder ce mental qu'on avait, ou retrouver ce mental qu'on avait l'année dernière. À Nice, changement de gardien. Voici le Bastier, Bruno Valanconi, suivi de Robin Huck. Deux nouveaux étrangers, le Serbe Milinkovic, joueur de Waregem en Belgique, et Honorati, le libéro italien qui quitte Gênes. Exotisme avec le belgo-brésilien Ruben Nilsson, lui aussi issu du championnat belge. Giroud demande toujours à débuter le championnat à l'extérieur pour moins de traumatisme en cas de faux pas. Premier test pour les nouveaux incorporés du soir, Zelik et Marley. Et côté niçois, seul Milinkovic est qualifié ou pas blessé parmi les étrangers recrutés. Albert Raymond est obligé de s'en contenter. La veille au soir, il a vu signer le néerlandais Vermeulen, un arrière-gauche. On le découvrira une autre fois. Démarrage en forme d'Auxerre. 14e minute de jeu, Lasland pour Lamouchi. Une balle qui revient sur Lasland et Bruno Valanconi est obligé de l'accompagner en corner. Quelques minutes plus tard, Bruno Valanconi doit placer son mur. Il y a le feu, Lamouchi s'apprête à tirer pas très loin de là. Il cherche la tête de Sylvestre, puis celle de Lasland sous la barre du but de Bruno Valanconi et de l'équipe de Nice. 1-0 pour Auxerre. Lilian Lasland, l'an dernier, avait terminé deuxième buteur du club avec 12 buts derrière les 13 de Corentin Martins. Ça commence bien pour lui. Corner pour Lamouchi et toujours pour Auxerre. Sylvestre guette ce ballon, il le prolonge sur Marley, une tête qui passe au-dessus, mais c'est bon signe pour Giroud, Marley est dans le coup. Albert Raymond, lui, attend une réaction de ses joueurs. De bas, choisit de glisser en retrait sur Denef. Pas très bien placé là, alors il se repositionne et réussit une très belle frappe que Charbonnier détourne en corner. Et c'est la mi-temps. Le score est donc de 1-0 pour Auxerre. Ils restent concentrés, les Auxerrois. Et les Niçois, eux, se laissent pourtant dominer au milieu de terrain. Effectivement, Saïb passe pour Lasland. Un joli 1-2. Valanconi stop. Attention, Diomède revient. Encore un bel arrêt du gardien ex-Bastier. Auxerre a retrouvé son rythme un petit peu sur la lancée de l'an dernier. Et Saïb recherche Lasland. Grosse frayeur pour Nice. Là, un tir qui passe sous Valanconi mais qui rebondit sur le poteau. Et il n'aggrave pas le score. Et dans les dernières secondes, Nice tente d'égaliser avec Tatarian, le nouveau venu de l'OM. Superbe sauvetage de Charbonnier. On s'inquiète sur le banc auxerrois. Pourtant, devant lui, Marley maintenant
prend la balle, mais il va être accroché par Fugin. Monsieur Anton applique la règle de l'attaquant arrêté alors qu'il filait seul au but et l'expulse. Auxerre, finalement, va remporter ce match 1-0. Il m'a semblé que Nice était un petit peu plus fort que quand on est venu l'année dernière. Ils étaient en pleine crise et dans une série de défaites. Là, ils étaient très bien préparés physiquement et sur ce plan même plus fort que certains de nos joueurs, parce qu'il y en a qui ont eu des crampes. Mais je pense que nous, on est un petit peu moins bons que quand on est venu, parce qu'on est venu dans notre grande série, dans notre plénitude du printemps, alors que là, on est en reconstruction. Et puis vous aviez prévenu, vous ne seriez pas les plus forts au début de championnat. Oh oui, je pense même qu'on ne sera jamais les plus forts cette année, mais enfin... Dans des confrontations à deux, c'est-à-dire dans des matchs, on arrivera à en gagner quelques-uns. Eh ben oui, posez quelques-uns. On a déjà entendu ça quelque part. Hein. En tout cas, un petit tour sur la question Minitel pour voir si vous croyez en les chances d'Auxerre. C'est ce qui nous intéressait finalement en posant la question. Eh bien, Auxerre, vous n'y croyez pas du tout en fait, puisqu'Auxerre récolte simplement 2% des suffrages pour le moment. Et c'est Marseille qui, vous voyez, terminer en tête avec 38%, devant le PSG avec 19%, Monaco-Lens à égalité 10%. Coûte moyenne pour Monaco quand même. Oui, vous voyez même Bordeaux devant Auxerre. Donc Auxerre, c'est assez étrange d'ailleurs. Sans doute que la campagne de Giroud vous influence dans votre choix. Ça va peut-être remonter après les images de la victoire qu'on vient de voir. Sans doute. Alors, on a vu que Marseille, malgré son statut de promu, fait partie des favoris, et même le favori essentiel pour les téléspectateurs. Ce n'est pas le cas des deux autres promus qui sont Caen et Nancy. Les deux nouveaux venus débutaient hier soir à domicile. Caen recevait Caen recevait Lens et Nancy recevait Cannes. 3 nouveaux pour la SNL. Christophe Robert à la pointe de l'attaque lorraine. Il arrive de Louan-Cuiseaux. Il sera associé à Phil Gray, avant-centre international irlandais. Jean-Philippe Séchet, après des passages à Metz, Paris et Saint-Etienne, occupe le poste de milieu de terrain et il est capable de marquer des super buts. À Cannes, beaucoup plus de départs que d'arrivées. Parmi les nouvelles recrues, le retour de Conlo, prêté à Nancy, Cédric Dory, ex-Havrais, et enfin Yannick Fischer en défense, qui vient de Bordeaux. Il pleuvait hier soir, j'y ai pris froid sur le stade Marcel Picot, copieusement garni pour fêter le retour de l'AS Nancy-Lorraine, plus de 10 000 spectateurs, un débutant également au niveau arbitral, c'est monsieur Duhamel en première division. Les Canois sont en bleu, on joue depuis 6 minutes de jeu et un superbe ouverture du score signée de la tête par Abou sur un centre de Charvet. Abou, l'ancien Lyonnais qui a très peu joué la saison dernière et qui inscrit ici un but de toute beauté, 1-0 donc pour Cannes sur le terrain de Nancy. En seconde période, coup franc pour les Lorrains. Christophe Robert se souvient que Michel Platini a fait ses gammes sur cette pelouse. Lucarne, superbe but de Christophe Robert, qui lui aussi effectué son retour en première division après toutes ses mésaventures. Frappe du gauche en pleine lucarne, début de Lemasson. On ne s'en lasse pas, on le revoit une troisième fois, un partout, mais à 6 minutes de la fin. Conlo s'échappe sur la gauche, son centre va être dévié et récupéré sur la ligne par Compan qui marque à bout portant et qui offre une victoire très importante aux Canois sur le terrain de Nancy. Un nouvel entraîneur pour Caen, Guy David, transféré du Havre. Dans l'équipe type, très peu de nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière. Arrivé tout de même du Sochalien Étienne Mendy et de l'ex-lyonnais Stéphane Roche. Côté étranger, en attaque le Macédonien Bad Kouza. Nouveaux éléments aussi, Anthony Bancarel, ex-bordelais à l'image, et le Nantais Moreau. Un nouvel entraîneur à Lens, Slavo Musline, qui arrive de Bordeaux, et 5 nouveaux joueurs pour obtenir l'objectif, une place européenne. La star de Lens s'appelle Vladimir Smisser. Cet attaquant tchèque a été l'une des vedettes de l'Euro 96. Autre arrivée, le russe Sacha Rychkov, Philippe Brunel de Guignon et David Régis de Strasbourg. Curieux maillot pour les Lensois, le sang est devenu bleu et l'or a verdi. Un premier but après 4 minutes, il est inscrit par 2 le Lensois. Lens mène à Caen 1-0 et hier soir, il y avait 20 000 personnes au stade Michel Dornano pour le retour de Caen promu en première division. Une occasion cannaise avec cette très bonne tête de Vairua. Nous sommes toujours en première période. Et Lens va doubler la marque à la 77e minute grâce à Mérieux qui avait l'année passée effectué une très bonne saison avec le Racing Club de Lens. Lens l'emporte donc 2-0 pour sa première sortie
Lens sera un prétendant cette saison aux premières loges. Et à part pour l'OM, le championnat n'a pas bien commencé pour les promus battus sur leur terrain. Au moment de la reprise, nos confrères de la presse écrite se sont mobilisés. Alors en route pour un grand classique d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le carnet du supporter, championnat D1, championnat D2, avec Laurent Blanc en couverture. 11 mondiales également spéciales. Alors 11 mondiales, c'est toujours astucieux chaque année, c'est bien vu. Jean-Michel Larquet et son équipe vous propose un agenda de poche, un calendrier de poche, c'est très pratique, on peut le balader avec soi, le mettre dans la poche par exemple. D'où le nom. Le guide indispensable de la saison, c'est un peu grand pour la poche, ça c'est le Planète Foot, classique également. Pedro sans couverture également pour le miroir du foot, et puis toujours un Marseillais, mais Gravelaine cette fois, pour Gravelaine c'est pour le foot. Bref, beaucoup de parutions nouvelles, une page de pub et on se retrouve. On remercie tous les enfants qui sont venus, comme la saison dernière, nous dire un petit bonjour, nous rendre visite, notamment ceux de Vernon, qu'on vient de voir. Vernon, ce sont les Poussins, ils ont, figurez-vous, été en finale de la Coupe de France des Poussins qui a été gagnée à Clairefontaine par Marseille. On parle de Bordeaux. Bordeaux, c'est une cuvée nouvelle, un nouveau cru qui n'a rien à voir avec le précédent. Il faudra attendre pour savoir s'il est meilleur, mais il a du caractère. Si nous avons changé de cravate, Bordeaux a changé de maillot et retrouve son mariné blanc. Mais Bordeaux a également... Le scapulaire. Le scapulaire, c'est le V qu'il y a sur le maillot. Bordeaux a également changé ses joueurs. Bordeaux a aussi changé son entraîneur et enfin son président. Une somptueuse demeure dans le Médoc bordelais. Jean-Louis Triot, le président de la section professionnelle des Girondins, est producteur de 3 châteaux prestigieux. Depuis plusieurs semaines, il compose le nouveau puzzle de l'équipe autour d'une pièce rapportée, mais aussi maîtresse, Roland Courbis. Il a été d'une aide précieuse et je suis certain que l'équipe que nous pouvons présenter aujourd'hui, nous aurions été incapables de le faire sans son soutien et sans son apport. Donc, à plusieurs titres, il est l'homme de la situation. Henri Martin, aujourd'hui décédé, président de Bordeaux dans les années 60, était le beau-père de Jean-Louis Triot. Comme le vin, les Girondins retournent donc dans la famille et s'enrichissent d'un millésime exceptionnel, le JPP 1963, à maturité en 90, toujours à boire en 96. Il y a ce goût quand on sait que Jean-Pierre Papin est possible et transférable, je crois que n'importe quel président ou dirigeant de club en a envie. Donc je crois qu'on a tous eu l'envie et l'idée en même temps. Roland Courbis à la baguette, Jean-Pierre Papin harcelé par les supporters à l'issue de l'entraînement. Voici 2 personnalités de la nouvelle équipe bordelaise, auxquelles il faut ajouter Colletter, promu capitaine, Bas, venu du Havre, un Brésilien, Galac, mais aussi Baudard, Biagio, Mikou, Ziani, au total 13 nouveaux joueurs. Chiffre porte-bonheur ou porte-malheur, réponse en mai prochain. Revient JPP, revient, eh bien il est revenu Jean-Pierre Papin et à cette occasion nous l'avons rencontré pour qu'il classe ses 5 plus beaux buts qu'il a marqués depuis qu'il est professionnel. Le top but personnel de JPP. En 5e position, j'ai choisi Tchécoslovaquie-France pour 2 raisons. D'abord parce que c'était un match hyper important pour nous, où on jouait la qualification. Si on gagnait, on passait. Et surtout parce qu'on avait travaillé toute la semaine avec Christian Pérez ce genre d'action et Pépès qui est un super copain. Quand il a centré, il a même pas regardé où il l'a mis, il a certainement repensé à l'entraînement et il a centré comme ça et c'est parti. Et on a égalisé et on s'est qualifié. En 4e position, j'ai choisi Luxembourg OM en Coupe d'Europe des clubs champions, tout simplement pour la perfection du geste et là où j'ai osé, où certainement beaucoup auraient contrôlé, j'ai frappé. C'était un match très important pour nous, mais c'était un match où on pouvait tenter les choses. J'ai tenté, j'ai réussi, c'est parti en pleine mi-temps. Ça reste un bon souvenir. En numéro 3, j'ai choisi Porto-Milan. J'ai choisi celui-là parce que celui-là pour moi reste certainement un de mes plus beaux. C'était un match hyper important pour aller en demi-finale, voire en finale de Champions League. Et je l'ai pris comme elle est venue. J'ai dit à Gullit de la laisser et il l'a laissée et j'ai frappé comme elle venait. D'abord on voit à l'image que je lui dis lâche ça et voilà. Pour les 2 premiers buts, j'ai eu une longue hésitation. Ça a été vraiment très dur pour moi de choisir.
parce que ce sont 2 buts d'anthologie, 2 buts en reprise de volée acrobatique. Et c'est vrai que ça a été vraiment très dur. Alors en numéro 2, j'ai choisi le but Bayern contre Uerdingen. Et ce but a été élu but du mois et but de l'année en Allemagne. Et je dois dire que pour moi, quand même, après 12 mois de blessure, un genou qui a beaucoup souffert, marquer ce genre de but, ça reste vraiment un grand souvenir. En numéro 1, j'ai choisi donc France-Belgique au Parc des Princes. C'était un match où on a échangé beaucoup Basile Boli parce qu'il ne centrait jamais. Et puis voilà, sur le dernier centre, on était mené 3-2, il me met un caviar. Et j'ai fait cette reprise de volée acrobatique qui nous permet de faire 3-3. Et je dois dire que c'était vraiment un grand souvenir parce que j'avais en face que des copains. J'avais Van der Rey, j'avais Prudhomme dans les buts, où j'avais joué longtemps avec eux en Belgique. Et celui-là, il restera vraiment dans ma mémoire. C'est le plus beau. Formidable, hein? Quelle série, quelle séquence. Alors, est-ce que JPP a réussi à papiner hier soir face au Havre? On va avoir la réponse avec Fabrice David, qui nous présente d'abord l'adversaire de Bordeaux, le Havre. René Exbraya débarque en Normandie pour entraîner l'équipe du Havre. La principale recrue du club, c'est Roger Boli. Ils sont 8 nouveaux joueurs pour tenter de compenser le départ, entre autres, de Caviglia. A noter aussi le recrutement d'Abder Ramdam, finaliste de la Coupe de France avec Nîmes. « 20 000 personnes pour accueillir les Girondins de Bordeaux qui ont fait chavirer le Parc Lescure lors de la dernière campagne européenne. Face au Havre, 8 nouveaux joueurs sont sur la pelouse, mais pas de Papin. L'Italien Biagio et Didier Tolo occupent l'attaque bordelaise. JPP est sur le banc, Roland Courbis est serein, même si c'est le Havre qui obtient un premier corner, mais Baudard s'interpose. Bordeaux réplique, corner, la balle revient à Crossi, qui tire juste au-dessus. 24e minute, coup franc de Patrick Colletter, promu capitaine de Bordeaux. C'est l'action la plus dangereuse de ce début de match. Un renvoi délicat de Revaux et Biagio reprend, mais écrase trop sa frappe, toujours 0-0. Le Havre reprend l'initiative. Boli se débarrasse de Lambourde. Un centre mal renvoyé, récupéré par Huisman, qui manque sa frappe du gauche. 27e minute, touche de Patrick Colletter. Mikou s'infiltre dans la défense havraise. Un tir du droit. Revaux renvoie dans les pieds de Tolo en embuscade. Une frappe imparable et 1-0 pour les Bordelais. Ce but fait du bien à Bordeaux qui partait favori dans ce match face à des Havrais très crispés. 1-0 donc. Le Havre se reprend tout de suite. Huisman trouve Boli étrangement seul, mais Baudard sans problème. Le Havre a laissé passer sa chance dans cette première mi-temps. Bat le Bordelais le plus remuant aux cheveux orange. Tente et réussit un grand pont dans la surface, mais cette dernière action ne donne rien. 1-0 toujours pour Bordeaux à la pause. En deuxième mi-temps, le Slovène Novak centre pour Koznikou. Un très beau geste technique de l'ancien Canois. Ça passe juste à côté des buts de Baudard. Mais c'est Bordeaux qui fait l'essentiel du jeu. 60e minute, Tolo donne à Pavon pour Biagio qui tombe dans la surface. Monsieur Leduc fait signe de continuer. Il avait raison, il n'y a pas faute sur Biagio. À la 65e minute, le stade gronde. Jean-Pierre Papin fait son entrée sur le terrain à la place de Biagio. Avec le maillot 27 frappé des 3 lettres JPP. Le public est aux anges. C'est le grand retour du buteur français après 4 ans d'exil. Recruté par Bordeaux il y a à peine 2 semaines, JPP en veut sur le flanc de l'attaque girondine. Il obtient un corner concédé par Novak qui ne donnera rien. La fin du match est bordelaise. Une dernière action du Havre pourtant bien timide dans cette partie. Le mur bordelais est en place. Grenet renvoie. C'est la dernière minute. Diawara s'engage. Tergiverse et c'est fini. 1-0 pour Bordeaux face au Havre. C'est un peu tôt pour parler de sensations. Simplement, ça fait une semaine que je m'entends avec mes coéquipiers. Et rentrer en cours de match, c'est jamais facile. Mais l'important, c'est d'avoir fait 3 points. Numéro 27, Papin. Numéro
Ça valait bien une salve d'applaudissements. Le numéro 27 pour Jean-Pierre Papin, et 3x9, et 3 lettres dans son dos, JPP, non pas Papin. Le surnom est devenu un nom. Et les 2 prochains matchs du Havre et de Bordeaux sont 2 affiches, puisque le Havre recevra Marseille vendredi et que Bordeaux se déplacera à Metz. On va continuer avec cette première journée avec 3 autres rencontres, Bastia-Rennes, Lille-Metz et Guingamp-Montpellier, en commençant par les Bastiers. Bastia est ambitieux. Si Rodriguez s'en va, Lubomir Moravchik, Sébastien Pérez et Patrick Moreau arrivent de Saint-Étienne. Wilfried Goel, lui, vient de Strasbourg et c'est Fabien Pifto qui garde désormais les buts corses. L'équipe de Rennes au grand complet, il manque cette saison l'attaquant Grassi et Jean-Pierre Cyprien. Stéphane Guivarch et l'ex-parisien Pascal Mahé, en revanche, sont bien présents et souriants. Les Bastiers reçoivent donc les Rennais au Stade Furiani et ils ouvrent le score dès la 17e minute grâce à Drobnjak, le 2e buteur du championnat la saison dernière. La remise était au centre de Moravchik et la remise de Svierderski, 2 anciens stéphanois. Et la conclusion est donc pour le Monténégrin qui est resté finalement dans l'île de Beauté. Réaction rennaise avec une belle frappe de Sylvain Wiltorn sur la transversale de Pifto. Et à 10 minutes de la fin, sur ce centre de Pierre Laurent, Anton Drobnjak va inscrire son second but avec un petit peu la complicité de Pandurovic. 2-0 pour le Sporting Club de Bastia, qui commence donc de la meilleure des façons, au grand soulagement de Frédéric Antonetti. Pour un premier match, c'est une réussite. Donc il y avait tout, il faisait beau, il y avait du monde, il y a eu des occasions, il y a eu des buts et la victoire au bout, donc ce soir on est content. À Lille, Sibierski est parti, c'est le Yougoslave Banjak qui sera le meneur de jeu. Autre recrue, Gilles Amparzoumian, venu de Cannes pour jouer arrière latéral. À Metz, voici un nouvel attaquant, Mariano Bombarda, le bien nommé. Arrivent également, entre autres, le gardien de but Lionel Letizy et l'attaquant Amara Traoré. Une minute de silence à la mémoire de l'épouse de Patrick Collot, décédée cette semaine à la suite d'un accident d'équitation. Ce matin, nous pensons tous à l'attaquant lillois. Tout s'est passé en deuxième mi-temps dans cette rencontre avec un tir de David Garcion, stoppé par le nouveau gardien donc de Metz, Letizy. Il n'y aura qu'un but dans ce match, il sera marqué à la 48e minute. Un centre de Dunker et c'est Bekanovic qui marque. A noter que Letizy est sorti. Il a été remplacé par un autre gardien, nouveau venu en Lorraine. Il s'agit de Biancarelli. Les 2 nouveaux gardiens messins sont entrés en jeu. Et nous allons écouter un nouveau Lillois, transfuge de Nantes, David Garcion. Ce soir, on a su s'en tenir à une tactique où on jouait bien serré, bien en bloc. On les attendait un petit peu, puis on a essayé de jouer le contre. Il a suffi d'une action pour la mettre dedans et sans prendre de but, ça fait la victoire. Photo de famille à Guingamp, Gravelaine est parti. En revanche, le club breton accueille Christophe Orlaville, Eric Assadourian et le Polonais Marek Joswiak. Retour au pays pour William Prunier. Il joue désormais à Montpellier. À ses côtés, un autre défenseur expérimenté, Franck Sauzet, a signalé également le retour de Kader Ferraoui. Fabrice Diver revient de Guingamp et arrivé de l'ex-Rennais, Pascal Fugier. Et il y avait 10 000 personnes hier soir au Rodourou pour voir les Guingampais se créer la première occasion sur cette tête de Miali bien arrêtée par Bruno Martini. Encore une histoire de corner juste avant la mi-temps. Corridon, puis Miali, finalement Pascal Baye s'écarte le danger. La meilleure occasion en seconde période sera pour Christophe Sanchez, mais Angelo Hugues fait une superbe sortie, 0-0 entre Montpellier et Guingamp. On n'a pas trouvé les bons enchaînements, si ce n'est qu'un premier quart d'heure où on a essayé de déstabiliser cette équipe. Après, on s'est contenté d'une approche un peu lente par moment et pas assez d'éclat, de vitesse, de prise de risque, d'audace devant une équipe de Montpellier très bien regroupée, organisée autour de Sauzet. Ça n'a pas été suffisant. Maintenant, vous savez, le championnat commence. C'est quand même un match nul. Non, je sais que ça sera une saison très difficile. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si on n'est pas confiant, il faut changer de métier.
Voilà, et Guingamp tenu en échec, mais qui pourra peut-être se qualifier prochainement pour la Coupe d'Europe. Oui, effectivement, Guingamp sera peut-être européen dans une dizaine de jours. Guingamp dispute le dernier tour de la Coupe Intertoto. Ils ont été battus au match aller à Volgograd, un port de pêche que vous connaissez bien. En Russie. Ils ont perdu 2-1 là-bas. Hein. Voilà, Bordeaux et Nantes avaient déjà éliminé Volgograd. Volgograd a gagné le match aller 2-1, donc Guingamp, une victoire 1-0 suffit. Ce sera le 20 août. Mardi 20 août. Voilà, et si Guingamp gagne, Guingamp sera en Coupe de l'UEFA. Et ce serait une bonne chose pour le football français. Oui, on parle de... Alors il nous reste un match à voir. Paris Saint-Germain qui joue à Strasbourg. On parle d'abord des Parisiens. Oui, le recrutement n'est pas achevé au PSG. Recherche toujours attaquant désespérément. Les Parisiens voulaient ou Maurice ou Anderson. Ils n'ont eu ni l'un ni l'autre. Donc ils recherchent vraiment un attaquant. Cela dit, il y a du nouveau monde, du nouveau joueur au PSG. C'est ce que nous allons voir maintenant avec une balade autour de la scène. Il a découvert Paris cette semaine sous le regard d'un photographe du journal Le Parisien, Nascimento de Arroyo, né à Rio il y a 26 ans, prénom Leonardo, transfuge du Japon. Le Brésilien connaît avec le Paris Saint-Germain son 6e club. Il a débuté il y a 10 ans à Flamenco, puis a rejoint Sao Paulo. Leonardo a également évolué en Espagne entre 91 et 93 au FC Valence. C'est donc un globe-trotter qui débarque dans la capitale. J'aime jouer en ayant beaucoup de liberté et faire des actions offensives. Je me sens attaquant et j'aime participer devant. J'espère trouver une place qui corresponde à cet aspect. Il faudra sans doute un peu de temps, je dois m'adapter, entrer dans le schéma de jeu de l'équipe. J'espère que l'on formera un bloc très fort où chacun trouvera sa place. 35 sélections avec l'équipe du Brésil, une expulsion lors de la dernière Coupe du Monde face aux USA, arbitrée par Joel Quinhão. Leonardo retrouve au camp des loges un autre Brésilien, devenu manager général du PSG, Ricardo. Si Leonardo est le fer de lance des recrues parisiennes, il n'est pas le seul nouveau. Kennedy, portugais, est arrivé jeudi de Benfica. Également parisien Benoît Cauet, Patrick Mboma, de retour de Metz, Kalinda, Murati, Leroy, Algerino, Fernandez et Fernandez. Voici la photo de la nouvelle famille parisienne. Voilà donc pour le Paris Saint-Germain du côté de l'adversaire. Strasbourg, beaucoup de mouvements également. Oui, à Strasbourg, on a décidé de faire la grande lessive en apportant un soin particulier à la mentalité des joueurs. Et Jackie Duguay-Pérot est très content de son recrutement que l'on va découvrir. Les Strasbourgeois ont puisé dans le vivier parisien avec Francis Liasser, prêté pour 1 an, Pascal Nouma, son compère, Bruno Rodriguez en provenance de Bastia, Collet qui jouait à Nice. En défense centrale, on aura Jean-Luc Dogon, l'expérimenté bordelais. Puis la star, c'est Jan Suchoparek, finaliste à l'Euro avec la République tchèque. Voilà les nouveaux visages strasbourgeois. Le stade de la Méno pratiquement plein hier soir pour la venue du Paris Saint-Germain. Le Racing Club de Strasbourg avec un nouveau maillot, ciel et blanc. Et sur le banc parisien, une nouvelle équipe avec un manager général, Ricardo, à côté d'un entraîneur, Joël Batz. C'est le tandem du terrain du nouveau PSG. Les remplaçants avec Deli Valdés qui est sur le banc de touche, alors que côté strasbourgeois, Pascal Nouma, victime d'une légère contracture, ne débute pas la rencontre. Et cette rencontre, elle débute avec une domination strasbourgeoise. Raschke pour Collet en direction de Baticle dans la surface. Tir de Baticle. Et c'est passé à côté du poteau de Bernard Lama. C'est la première occasion de cette rencontre. Et c'est vrai que le PSG, durant ses 10 premières minutes, est malmené. Ricardo recadre ses joueurs et dès lors le PSG s'organise. Un quadrillage rigoureux du terrain s'est mis en place. Une défense à 4 joueurs avec un axe central Le Guen, Roche. Ngoti est au milieu du terrain et c'est Ngoti de la tête que l'on retrouve pour une occasion superbe, seul dans les 6 mètres, une tête piquée au-dessus de la barre transversale. Ricardo continue ses remises en place, notamment sur le côté gauche, avec Benoît Cauet qui joue arrière latéral gauche à la place de Cobos, et devant lui Leonardo, un système de jeu qui rappelle celui d'Arthur Georges, sobre, efficace et diffuseur de sérénité. Malgré cela, une occasion strasbourgeoise avec ce tir de Zitelli. Et ensuite, c'est vrai, le PSG prend les choses en main, contrôle le jeu, fait circuler le ballon et va se créer beaucoup d'occasions de but dans cette première période. Rail, côté gauche, Leonardo au milieu. Rail pour une bonne occasion et c'est Dogon qui est revenu, le nouveau libéro
Strasbourgeois pour mettre ce ballon en corner. Première occasion nette après la tête de Ngoti. Jackie Duguay-Pérou sans le danger. 32e minute. Coup franc de Paul Le Guen. Wenzel va sortir. Il relâche le ballon dans les pieds de Leonardo qui a tiré et qui marque. But de Leonardo sur cette erreur du gardien Wenzel. Et la cause, c'est certainement la pluie qui avait inondé le terrain avant le début de la rencontre. Un fort orage en Alsace. Un ballon rendu glissant. Wenzel qui ne peut se saisir de la balle. Et malin en embuscade. Un pur gaucher. Leonardo de son pied favori croise et marque. Paris mène 1-0 et c'est justifié tant au niveau des occasions de but que par la maîtrise collective affichée durant cette première demi-heure. Et ça continue avec Algerino sur le côté droit. Pour Rai sur la droite, couloir favori de Fournier. Un centre. Guérin à la reprise. Et cette fois-ci, Wenzel a pu capter le ballon. Ça continue toujours du même côté. Avec Algerino, Loco, Algerino qui redouble. Loco, Leonardo qui s'est engagé, qui va pouvoir frapper du pied gauche. Encore une occasion nette. Mais toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain, score à la mi-temps, alors que le score pourrait être bien supérieur pour les Parisiens qui ont dominé leur sujet. En revanche, en deuxième période, ça va être beaucoup plus difficile et pour tout dire, ça change de physionomie puisque les Strasbourgeois, cette fois, dominent. Zitelli, bonne occasion. La tête était de Dogon, monté. Et Zitelli qui manque la reprise à côté du poteau. Dégagement parisien, c'est un bon match. Ça va d'un côté à l'autre. Rai dans la surface. Derrière lui, il y a Leonardo. Tir dévié par Souchoparek. Nouveau défenseur central du Racing. Nouma entre en jeu à la place de Zitelli et va contribuer à une meilleure disposition offensive alsacienne. Baticle en retrait pour Collet. Frappe de Collet et arrêt extraordinaire de Bernard Lama. Une frappe à plus de 20 mètres. Elle fait l'admiration du banc parisien, mais elle a également fait dire à Jackie Duguay-Pérou après la rencontre que Lama est sûrement l'un des meilleurs gardiens européens. Pascal Nouma n'a pu reprendre ce ballon. Ce n'est pas une découverte, c'est vrai. Lama est un grand et hier soir, une nouvelle fois, il est décisif. Et on ne se lasse pas de revoir cette frappe avec les caméras multiples de François Bidot et de Jackie Le Guen qui hier soir faisaient leur grande rentrée à la Méno. Raschke pour toujours une domination strasbourgeoise. Liasser, il reste 20 minutes. Collet, un centre de Collet au deuxième poteau, tête Maline de Baticle. C'est au-dessus de la barre transversale, mais Strasbourg mériterait de marquer. Les 10 dernières minutes à présent avec un corner de Baticle et une frappe Algerino sur la ligne qui sauve la frappe de Rodriguez. Quelle occasion! Pascal Nouma était tout près. Jimmy Algerino, 25 ans, il vient de Châteauroux, c'était son premier match en première division, examen de passage réussi, frappe de Rodriguez et c'est lui qui transmet un peu fort peut-être, mais qui sauve à son gardien Lama. Toujours 1-0. Collet, Liasser, Raschke comme elle vient, Nouma, poteau! Strasbourg n'est pas verni. La baraka parisienne avec un centre superbe de Raschke et une tête quasiment parfaite sur la base du poteau. Coup de sifflet final de Monsieur Colombo, c'en est fini des espoirs du Racing. Le PSG l'emporte avec un soupçon de réussite. Néanmoins, le PSG apparaît très solide et sera difficile à manœuvrer cette saison. C'est en tout cas l'avis de Michel Denisot qui était très satisfait, il y a de quoi, de la prestation de ses joueurs. L'équipe a montré qu'elle avait plusieurs facettes de qualité, le talent, l'organisation, que j'ai beaucoup apprécié. On sait où on va et puis, disons, le cœur, pour ne pas employer un mot autre, à la fin pour arracher la victoire. C'est vrai qu'il y a eu une très bonne partie du Racing Club de Strasbourg. Allô? Allô? Ouais, rappelle-moi dans 5 minutes. Ok, je te rappelle à tout à l'heure.
Ok, à tout à l'heure. Ciao. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a fait le forcing pour égaliser. On a frappé au but, on a fait tout ce qu'il fallait, mais bon, la chance n'était pas là ce soir. Et c'est vrai qu'un joueur nous a particulièrement tapé dans l'œil hier soir, notamment en première période. Il s'agit de Leonardo. Leonardo que nous avons suivi avec une caméra isolée. Et l'on peut apprécier sa technique en mouvement. Un grand pont ou un sombrero, hop, de l'extérieur du pied gauche. Il va vite, il est gaucher. Il joue milieu offensif. Dans le dispositif de Ricardo, il est placé juste devant Coué. Et ce qui nous a frappé, c'est son intégration. Il n'y a pas eu de période d'observation comme il y avait eu avec Rai. Tout de suite. Est-ce que vous allez nous faire le goal? Il s'est bien senti. Alors, je ne vais pas vous faire le goal, mais son but est décisif hier soir. C'est un pur gaucher, non? Oui. Qui jouait défenseur latéral à une époque, mais qui auparavant était déjà milieu offensif. Il a joué à la Coupe du Monde arrière latéral gauche, mais lui dit qu'il a toujours joué autrement offensif. Et il jouait avec Rai à Sao Paulo il y a de cela quelques années. Cela dit, hier soir, il n'a pas fait les 90 minutes. Il est sorti en deuxième période. Il a une toute petite blessure, rien de grave, une légère entorse de la cheville. Et nous allons l'écouter, Leonardo. En brésilien? En anglais. Oui, évidemment, je suis très content d'avoir marqué. C'est toujours le meilleur moment du match. Maintenant, j'espère qu'on va continuer, qu'on va toujours jouer à ce niveau-là. Et personnellement, je pense que je serai de mieux en mieux, avec encore plus de matchs. En tout cas, je suis content du début. Et il est d'une gentillesse et d'une disponibilité qui sont souvent la marque des grands. Et on récapitule et on remet les résultats ensemble. Les résultats de Division 1 avec, surprise quand même, 5 victoires à l'extérieur. C'est un résultat assez surprenant. Un seul match nul. Alors le classement, vous l'imaginez, ceux qui ont gagné sont devant, ceux qui ont perdu sont derrière. Ceux qui ont fait match nul, voilà, 3 points. Et tous les favoris ont gagné. Voilà. Et ceux qui ont fait match nul, gagnent à Montpellier, sont au milieu. Et c'est vrai que tous les favoris ont été au rendez-vous. Les 4 équipes descendront. On passe aux chiffres RTL, comme la saison dernière, que vous pouvez entendre chez Guy Kedia et Bernard Roseau, donc dans le multiplex. 19 buts hier, moins de 2 buts par match en moyenne, c'est peu. Surtout pour une première journée, le championnat, c'est la conclusion, est déjà très serré. Dans ces conditions, pas étonnant qu'il y ait eu 4 fois le score de 1-0 et à Guingamp, pas de but. Un seul joueur a fait le doublé. Le Bastiais, Drobniak, vous l'avez vu. Quant à Anderson, qui avait marqué lors des 3 dernières journées du dernier championnat, eh bien, il fait comme son équipe. Il garde ses bonnes habitudes. Il reste sur la lancée. Un tour en D2, Toulouse, Épinal. La D2 commençait hier. Toulouse ouvre le score dès la 8e minute après ce corner tiré par Porret. Déviation de la tête au milieu de la défense d'Épinal. Récupération de François Calderaro qui offre la première victoire à Toulouse cette saison, sous une pluie battante et devant plus de 3500 spectateurs. Un tir puissant du droit en semi-volée qui atterrit dans les filets du gardien spinalien, Jean-Marc Branger. Cela mérite bien une petite pirouette. Épinal réagit vite et manque de peu l'égalisation. Cette frappe d'Oudjani heurte le montant. Montagnier était battu. Les autres résultats de cette première journée de Division 2, Perpignan est ambitieux cette saison et le confirme avec une victoire sur le terrain du Red Star. Sochaux sans problème contre Laval. Vous noterez ce soir un match important que vous pourrez suivre en direct sur Eurosport à 18h30 au Stade de l'Aube. 3, le promu reçoit Saint-Étienne. En N1, Saint-Denis-Saint-Leu, le club de Dominique Rocheteau commence victorieusement et bat Dunkerque 1-0. Carton de Besançon contre Cherbourg 4-0. Besançon à la différence de but qui est en tête. Et dans le groupe B, on attendait énormément le match entre Créteil et Nîmes. Eh bien, on attendra encore puisque le match a été reporté pour des problèmes d'intempéries. Angoulême-Fréjus également a été reporté. Je crois que les joueurs de Fréjus n'ont pas pu se déplacer sur Angoulême. À l'aéroport de Nice. Et puis, confirmation dans la semaine d'une information qu'on attendait, illogique. Aimé Jacquet a reconduit son contrat et il c'est la fédération. Oui, la fédération, mais il a donné son accord, Aimé, et c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Aimé Jacquet sera donc l'entraîneur des Bleus durant la Coupe du Monde jusqu'en 1998, et on espère évidemment que l'équipe de France sera candidate au titre. La question Minitel, voilà, j'allais vous le dire. Demandez, Frédéric. Eh bien, Marseille vraiment rafle la mise. Marseille avec 38% et
considéré comme le favori numéro 1 de ce championnat de France devant le Paris Saint-Germain. 17% des téléspectateurs pensent que le PSG sera champion. Troisième, c'est Lens, c'est une petite surprise. 8,5, puisque la surprise, c'est de ne pas voir Monaco dans le tiercé. Ça veut dire Monaco à 8 points. Monaco, 8 points? Oui, 8% des gens pensent Auxerre, que... vous savez Auxerre, 5,7. Et c'est 5e position Auxerre, 6e position Bordeaux, 5,6. Et il y a même des gens qui pensent que Metz et Nantes peuvent être champions de France. Et pourquoi pas? Ils sont en tout cas 2% dans ce cas-là. Voilà, en tout cas, malgré les départs et malgré ce que certains ont pu dire, le championnat s'annonce passionnant. On le sait depuis la première journée, depuis hier et avant-hier. C'est vendredi que la prochaine journée aura lieu. On pourra la suivre dimanche dans Téléfoot. Bravo! Merci, pourquoi pas, à nos jeunes collaborateurs. Vendredi soir dans Formule Foot à quelle heure? 23h30, je crois. Je ne sais pas exactement. Oui. Présenté par Christian Jean-Pierre, qui en aura fini avec ses vacances. Il en a pris beaucoup. Bravo, Sherman, c'est Olivier son prénom. Oui. Et Fabrice David, vous prendrez l'habitude de leur voix. Ce sont des jeunes stagiaires qui ont commencé aujourd'hui avec nous. Et puis à dimanche, bonne semaine, au revoir. Au revoir. Merci.